Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on reçoit Claire Bolduc qui va nous parler du pouvoir des régions, le pouvoir aux régions, parce qu'entre autres, il y a un colloque du Parti québécois en fin de semaine sur ce thème-là et elle sera une des invitées. Et également, on rencontre le chef de Massouiatch, M. Gilbert Dominique, qui va nous parler de l'histoire des Autochtones, mais également aussi de l'approche commune et des dénouements qui devraient arriver très prochainement en ce qui concerne l'approche commune. Et on va terminer par une suggestion au Parti québécois sur le pouvoir aux régions. Eh bien, maintenant, on rencontre Claire Bolduc, qui est agronome, qui est une de nos habituées à l'émission Option Région. Bonjour Claire, ça fait plaisir. Bonjour Denis. Claire, le colloque, le thème du colloque, c'est le pouvoir aux régions. Bon, c'est quoi les préoccupations qu'on devrait avoir lorsqu'on parle des régions, de leur développement, de leurs moyens, de leur capacité d'agir? C'est quoi les principales préoccupations qui devraient nous venir à l'esprit par rapport à l'avenir des régions? Je pense que le premier constat, la première des grandes préoccupations qu'on devrait avoir, c'est de constater qu'elles sont distinctes et différentes. Chacune des régions du Québec n'a pas la même dynamique, n'a pas le même environnement biophysique, n'a pas le même environnement social. Et il faut faire le constat que chacune d'elles est unique. À partir de là, quels sont les défis auxquels chacune est confrontée? Et ces défis-là, qui de mieux que les gens qui sont sur place, qui vivent là, peuvent identifier les enjeux, les défis et peuvent apporter ou proposer des idées, des solutions pour faire face justement à ces enjeux-là. C'est ce sur quoi va se pencher le colloque sur les régions. Il y a 3 grandes thématiques. Une qui porte sur la ruralité, les territoires, le partenariat, l'urbanité. Une thématique qui parle de la gouvernance, de la décentralisation, évidemment, et de la participation citoyenne, et une thématique qui parle des régions et de la souveraineté. Mais en tout état de cause, on doit commencer par faire des constats clairs. Chaque région est distincte, différente et unique. De quelle manière on agit pour que justement ces différences-là, cette distinction-là, soit un plus pour tout le monde, soit pas un frein au développement, mais un plus pour tout le monde. Mais dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut que le mur à mur se soit terminé. Mais est-ce qu'un gouvernement central qui dirige de façon centralisée peut faire autrement que du mur à mur? Dans le fond, c'est que la centralisation amène automatiquement le mur à mur. Il y a comme une impossibilité de pouvoir répondre adéquatement à des réalités différentes quand c'est décidé au central. Poser la question, c'est y répondre. Moi, ce que je dis toujours, c'est la gouvernance d'une société comme la société québécoise. C'est quelque chose qui est imbriqué comme des poupées russes. C'est une image que j'ai déjà donnée, mais le gouvernement du Québec doit avoir des orientations claires, développer une vision du développement du Québec tout entier et donner de grandes orientations qui sont claires, qui sont précises. Et ensuite, il doit redescendre ou déléguer les pouvoirs au niveau où ça va jouer. Et ça se construit à la base. Les quartiers dans les villes, les municipalités dans toutes les régions doivent contribuer à construire les moyens, à identifier les enjeux, à construire les moyens pour agir. Ça se traduit ensuite au niveau des MRC, où là, on a peut-être une dynamique qui est plus territoriale, qui va être plus de collaboration, de coopération entre unités, entre entités municipales. Et ensuite, on a une instance régionale. Et à chaque fois, il y a des décisions qui se prennent, qui concernent le citoyen, qui doivent être prises le plus proche possible du citoyen. Et à chaque fois, on doit considérer qu'on est en construction. Si tu fais une construction puis que ta base est pas bonne, ton toit sera pas soutenu, il portera pas. Le gouvernement, quand il centralise toutes les décisions, qui prend une mesure et qui dit tout le monde va être soumis à la même mesure, il vient de ne pas asseoir confortablement sa base, il vient de ne pas s'assurer des ancrages, des orientations qu'il prend, et il fait en sorte que les grandes orientations
ce sur quoi on devrait s'appuyer pour avancer, ça flotte dans le vide, ça tient pas. Et il y a une analyse qui est sortie tout dernièrement qui porte sur pourquoi ça fonctionnera pas, la transformation du système de santé. C'est justement parce que ça a été imposé d'en haut et que c'est pas ancré, c'est pas dans les gens ont pas compris les mouvements, les gens ont pas saisi vers quoi on s'en va, ils savent pas ce qui s'en vient. En conséquence, ça ne fonctionnera pas. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux faire marcher des communautés, quand tu veux que ça fonctionne en termes de développement comme en termes d'amélioration du milieu de vie, implique les citoyens. Ça se fait à la base. Et ça se construit en montant, ça se construit pas en descendant. La centralisation, c'est quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui flotte dans le vide tant et aussi longtemps que ce n'est pas porté par les citoyens. Est-ce que tu penses que le fait justement qu'on est du mur à mur, ça fait en sorte que les gens se sentent de moins en moins québécois et de plus en plus régional, bleuet ou rimouskois? Dans le fond, c'est clair que parce que l'État central ne répond plus adéquatement aux besoins, les gens retrouvent une identité qui est plus locale et régionale? D'abord, il faut voir que ça a un impact encore pire que ça. Le fait que les gens ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas interpellés, ils déconnectent complètement. C'est pire que de redécouvrir qu'on est bleuet ou qu'on est côte-nordais ou qu'on est abitibien. On est déconnecté, débranché. On n'agit plus en société, on agit en individu, on agit de façon très personnelle et individualiste. C'est le plus grand danger qui touche une société. C'est de détricoter tous les liens sociaux qui nous touchent. Et oui, si on redonne, si dans une région, les élus locaux, les élites, les leaderships de la région, de la MRC, des municipalités se donnent la peine de travailler avec leurs citoyens, se donnent la peine de les interpeller, oui, ce sentiment d'appartenance-là à une région, à une identité, cet ancrage-là qui se fait, va se développer. Totalement. Et on l'a vu avec les élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a une force là qui est incroyable. On le voit avec des élus en Abitibi, par exemple. On le voit dans des régions. Quand ça marche, il y a deux choses qui font que ça fonctionne. Un, il y a un leadership fort qui fait confiance à son monde, qui va vers les gens, qui implique les citoyens, qui les interpelle, qui leur parle et surtout qui les écoute. Et il y a un ancrage culturel extrêmement fort des gens envers leur milieu de vie. Parce qu'ils ne sont plus tout seuls à exiger pour leur petite personne ou pour leurs petits besoins. Ils sont une partie prenante d'un ensemble. Ils considèrent qu'ils en font partie, qu'ils y contribuent et ils y participent effectivement. Alors là, il y en a un enjeu majeur. Ça presse que des leaders forts émergent, s'affichent et recréent les liens qui font qu'on est une société. Est-ce qu'en dehors de l'idée de la participation des citoyens qui m'apparaît fondamentale, est-ce qu'il y a d'autres leviers qui devraient être mis de l'avant pour être capable de réaliser, de mettre de l'avant une société qui correspondrait à la réalité de chacun? Comment est-ce qu'on fait justement pour décentraliser de bonne façon? La première des choses, c'est de faire confiance. C'est une question. Et là, on revient à la vision. Le gouvernement du Québec doit traduire clairement qu'il fait confiance. OK? Quand il centralise tout dans les mains d'un ministre, dans les mains des bureaucrates, dans les mains des hauts fonctionnaires, il vient de dire aux gens, je vous fais pas confiance. Vous n'êtes pas capable de vous occuper de ça. Alors, faut vraiment faire un virement de vapeur, faire confiance. Deuxième des choses, des moyens. Des moyens, et c'est pas obligatoire d'avoir des moyens énormes. La politique nationale de la ruralité a prouvé qu'avec des moyens, même modestes, quand tu donnes des moyens aux gens, que tu leur fournis des leviers et que tu leur fais confiance, ils changent la face du monde. Alors, faire confiance, donner des leviers, et on n'est pas obligé d'aller à des leviers de 100 millions par année, par région. On peut avoir des leviers un peu moins importants, mais qui sont fondamentaux. Et on laisse de l'autonomie aux gens pour décider quelles seront les priorités de travail.
On fournit par contre les grandes orientations du Québec. C'est le rôle d'un gouvernement, les grandes orientations et la législation. Ensuite, c'est de faire en sorte que les citoyens se mettent en marche. On n'a pas ça en ce moment. On n'a pas ça et on voit les déchirements, on voit les fractures dans la société, c'est majeur. On voit les déchirements, on voit le laisser-aller, on voit les revendications, alors que les gens pourraient s'impliquer plus s'ils n'ont pas d'autres moyens. Ça va être la revendication. Il faut mettre les gens à contribution. Il faut faire en sorte qu'ils deviennent partie prenante. Je reviens sur Faut qu'on se parle. S'il y a une chose que ça m'a appris, cette tournée-là, c'est que les gens, ils ont des idées, ils ont du bon sens, ils voient clair et ils comprennent bien ce qui se passe, autant dans les grands enjeux que dans leur quotidien. Alors, pourquoi on les écouterait pas plus? Pourquoi on les écouterait pas mieux? Je pense qu'il y a là une solide clé pour faire mieux. Parce qu'actuellement, on va nulle part. Merci beaucoup, Claire. Puis je suis certain qu'avec des femmes comme toi, on va aller à quelque part, puis ça va être mieux qu'actuellement. On reçoit aujourd'hui M. Gilbert Dominique, qui est chef de bande de la communauté de Mastouiatch. Bonjour, M. Dominique. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Oui. C'est bien. Bon, votre communauté est située sur le bord du lac Saint-Jean, qu'on appelle le lac Saint-Jean, mais le vrai nom, c'est le Piékouagami, qui veut dire lac au rivage plat. Je voudrais savoir, en commençant, depuis combien de temps votre communauté est-elle présente dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et jusqu'où s'étendaient vos territoires et de quoi vivaient vos ancêtres? Un petit peu d'historique là, en commençant. Nos ancêtres ont parcouru ce territoire-là. Ils l'ont occupé depuis, je vous dirais, là, quelques millénaires. Nos ancêtres vivaient, là, bien entendu, là, de chasse, de pêche, de cueillette. Et lorsque est apparu le contact, nos ancêtres ont pratiqué également beaucoup la trappe, bien entendu, parce que s'était établi une relation là, de partenariat sur le plan économique avec les nouveaux arrivants là, à l'époque du contact. Notre territoire, c'est, je vous dirais, l'ensemble du bassin versant hydrographique du Piékouagami. Donc, comme je le disais, là, notre occupation là, est fort lointaine. Puis, une anecdote, Monsieur Trottier, que je pourrais vous partager, c'est qu'il y a 3 ans, nous avons là, découvert dans la communauté de Mastouiatch des ossements humains. Et selon l'analyse d'évaluation carbone 14, okay, pour dater là, ces ossements-là, les spécialistes nous ont confirmé que la datation était d'autour de 920 ans. Donc, ça démontre là, effectivement que nos ancêtres là, ont parcouru et occupé l'ensemble du bassin versant là, du Piékouagami. Puis je peux vous dire que lorsque j'étais président de la Société de gestion environnementale, sur la pointe des Pères Trappistes, on a trouvé une hache, là, vraiment un beau morceau, puis selon les archéologues, ça datait au moins de plus de 2000 ans. Ça fait que là, ça veut dire que votre présence, elle est incontestée, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre communauté? Ça représente quoi comme territoire en termes de population? Vous êtes combien? La communauté elle-même, pour ne pas dire là, en fonction de la loi sur les Indiens, la réserve, elle est d'une superficie là, de 15 km². Okay? On a une population qui réside en permanence ici de 2200 à peu près. Par contre, on a un membership très important. Okay. On est une des communautés là, en termes de membership la plus importante au Québec. On est de plus de 7000 membres. Donc, plusieurs résident là, à l'extérieur de la communauté, bien entendu. Plusieurs dans le secteur de Saguenay. Plusieurs également dans les grands centres à travers le Québec. Pour plusieurs raisons, les études, le travail, etc. Est-ce que je me trompe si je vous dis que le conseil de bande de Mastouiatch, c'est beaucoup plus un gouvernement qu'une municipalité, à l'effet que vous devez gérer toutes sortes de domaines, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation. Vous avez vraiment un gouvernement qui est très important?
Oui, absolument, hein. Vous faites une bonne comparaison, là. Nous, on estime là, qu'on assume des responsabilités et des pouvoirs comparables à un niveau de gouvernement. Et dans notre négociation, de toute façon, là, c'est dans ce sens-là qu'on négocie avec les deux autres paliers de gouvernement. Je vous dirais que comme un gouvernement, on a la possibilité d'adopter nos propres lois, particulièrement là, dans des domaines qui touchent à notre individualité, notre langue, nos modes de vie, nos activités traditionnelles, etc. Plus encore, on gère bien sûr là, différents champs de responsabilité là, qui sont comparables à un gouvernement. Quand on pense à l'éducation, on développe nos propres programmes en éducation et on offre bien sûr là, le service là, éducatif là, en matière de nos écoles. Et c'est la même chose au niveau du patrimoine, de la culture, de notre langue, de l'économie, de la santé, des services sociaux, de la sécurité publique, de l'habitation, et j'en oublie encore. C'est ça que dans le fond, comme chef de bande, vous êtes presque un premier ministre. Ben, j'assume, là, je dois avouer que des fois, là, on assume des responsabilités qui, certainement, là, sont celles d'un premier ministre d'une province, disons. En 2004, il y a eu une entente qui a été signée, une entente, on pourrait dire, provisoire, qu'on appelait l'approche commune. À ce moment-là, on disait que l'approche commune, c'était un document de base pour être capable d'arriver à une négociation qui serait signée entre les gouvernements et les communautés autochtones. Puis à ce moment-là, on disait que c'est important de faire une entente qu'on pourrait qualifier de politique plutôt que de laisser les juges décider, on pourrait dire, des droits de chacun. Puis à ce moment-là, on pensait que ça allait avancer rapidement, mais ça a été signé en 2004. On est rendu en 2017. Est-ce que vous croyez que ça va finir par avancer? Où on en est dans toute cette histoire-là d'approche commune, là? Bien, nous sommes certainement tout près, là, je vous dirais, à quelques semaines d'un premier résultat là, palpable. Nous, on a mis beaucoup de pression pour que le 31 mars prochain, je vous dirais, qu'il y ait la finalisation d'une grande partie des travaux de la négociation territoriale globale. Donc, nos négociateurs respectifs vont nous déposer, là, si l'on veut, un projet de texte de traité qui ne sera pas là, finalisé. OK? On nous avise qu'il ne sera pas finalisé. Il va rester, je vous avouerai, là, quelques divergences d'opinion à régulariser là, avec les gouvernements. Mais ça, on a convenu là, avec le Québec et le fédéral là, que sur le plan politique, là, on aura l'occasion de s'asseoir ensemble pour regarder ces divergences-là et trouver des solutions là, qui sont mitoyennes. Donc, mais le 31 mars, nous allons avoir là, en main, effectivement, là, l'état de résultat entourant de la négociation, le projet de texte, qu'est-ce que ça veut dire là, à ce moment-ci? Moi, je pense qu'on va être en mesure là, de recevoir ce qu'on pourrait appeler le cœur du traité. Okay? Donc, les éléments fondamentaux, on va y retrouver. Il y aura bien sûr des divergences à évaluer. Par la suite, il va rester encore beaucoup de travail. On a après ça là, au moins une quinzaine d'ententes complémentaires là, à rédiger, là, bien sûr, là, avec les deux autres gouvernements qui vont être beaucoup plus spécifiques là, à des champs d'intervention, là, si l'on veut, là, en lien avec le traité. Mais le 31 mars, on va avoir, bien sûr, le texte du traité. On va avoir également là, les propositions là, entourant l'offre financière. C'est un élément qui est fondamentalement important du Québec et du fédéral. Et on va avoir une idée au niveau de la mise en œuvre. Il y a quelques années, vous avez conclu une entente avec les deux MRC qui vous voisinent, la MRC Domaine du Roi et la MRC Maria-Chapdelaine. Puis, vous avez fait une entente dans ce qu'on appelle une co-entreprise qui s'appelle la Société d'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Vous êtes propriétaire de 50 des actions, des parts, et les deux autres MRC sont propriétaires chacun 25 Vous avez déjà réalisé un projet commun qui est celui de Val-Jalbert. Vous êtes en train de réaliser un autre projet sur la rivière Mistassini. Est-ce que vous avez d'autres projets sur la table à dessin qui vont dans ce sens-là? Bien, on a certainement d'autres idées, OK? Parce que moi, je suis là, de l'un qui croit là, au développement de l'énergie communautaire, dont
les retombées là, viennent là, vraiment là, aux régions. OK? Nous, on a démontré, bien sûr, par ce partenariat-là que en s'associant ensemble, au lieu de se confronter sur les meilleurs projets, regardez, là, je pense que les retombées sont assurément optimales, là, et pour la Première Nation que nous sommes, et pour l'ensemble de la région concernée par ce partenariat. Maintenant, il faut considérer là, la situation actuelle là, entourant la politique énergétique. Quoi qu'on a de plusieurs idées, plusieurs pistes intéressantes. Bon, il y a bien sûr le phénomène de la politique énergétique là, qui ne permet pas à ce moment-ci là, d'établir de nouveaux projets. Mais moi, je suis convaincu qu'au cours des prochaines années, il y aura développement en ce sens. Le plus important de toute cette aventure-là, c'est que, comme vous dites, c'est que les profits sont communautaires. Ça revient aux communautés, soit au conseil de bande, soit au MRC, alors qu'auparavant, c'était des propriétés privées qui ramenaient absolument rien aux communautés. C'était un privé qui prenait les profits d'un bien collectif qui était la rivière. Je pense que vous êtes dans le droit chemin, comme on pourrait dire. Est-ce que vous avez... Pour nous, c'était fondamental. Hein? Lorsqu'on a développé cette relation de partenariat là, avec les deux MRC, l'objectif, c'était effectivement que les retombées soient entièrement communautaires. Okay? On n'évacue pas qu'à un moment donné, ça devienne un partenariat public-privé, mais pour le moment, c'était vraiment là, des retombées à 100% communautaires, mais plus encore, on voulait développer nos expertises dans le domaine et non pas être toujours là, à la remorque là, du privé qui ont, bien entendu, là, bénéficié de ces expertises-là. Puis je pense honnêtement qu'on a fait un bon coup régionalement à ce niveau-là. Okay. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir d'autres ententes de ce même type-là, mais dans d'autres domaines, qu'il y ait une entente là, de partenariat en tourisme ou dans le développement d'entreprises en dehors du secteur énergétique? Effectivement, on envisage là, d'autres projets de développement avec la région, notamment là, un exemple avec la MRC Domaine du Roi. Nous avons développé l'idée d'un parc industriel nordique conjoint, donc conjoint avec l'ensemble des municipalités du secteur Domaine du Roi et notre Première Nation. Donc, cette idée-là a germé là, dans le sens où, par rapport au développement du plan Nord, avec les intentions du gouvernement du Québec de mettre un focus là, sur le développement nordique, nous, avec nos droits sur le territoire et bien entendu là, les possibilités sur le plan du secteur Domaine du Roi, nous avons convenu qu'ensemble, on pourrait certainement s'associer pour faire en sorte que, de par l'axe de circulation, on puisse là, être un secteur là, qui pourrait capter là, des projets là, structurants qui émanent là, du développement du Nord. Donc, on va de l'avant là, dans ce sens-là. Plus encore, nous sommes là à développer une entreprise là, conjointe avec la MRC Domaine du Roi et d'autres partenaires, dont AgriNova. Dans le domaine de la bioéconomie, en fait, là, c'est la production de biocharbon que nous allons là, développer comme concept. Donc, présentement, là, on est dans une phase là, de recherche et de développement à ce niveau-là. Et le potentiel est extraordinaire là, à ce niveau-là. On va parler vraiment là, d'une valeur ajoutée là, quant à l'utilisation des ressources là, du territoire. Vous avez annoncé qu'en mai prochain, vous vouliez renouveler votre mandat. Quelles seront vos principales priorités? Bien, pour moi, c'est clair que la visée de notre propre autonomie, l'autonomie qui veut dire là, prendre en main nos propres responsabilités, prendre en main nos propres décisions et les assumer là, pleinement. J'estime que pour notre Première Nation, c'est la seule voie là, qui va faire en sorte d'améliorer l'état de santé là, de notre population et d'assurer la pérennité de notre nation pour les générations futures. Et pour moi, ça se traduit par l'émergence d'un traité. Je pense qu'on est tout près là, de confirmer le tout par un traité. Il va rester bien sûr à le présenter là, à notre population pour s'assurer qu'elle est partante également dans cette dynamique-là.
Donc, pour moi, c'est bien sûr ma priorité. Sur le plan peut-être plus précis, là, l'économie, l'emploi demeure là, une haute priorité, sachant qu'on a des jeunes, beaucoup de jeunes dans la communauté qui aspirent, là, comme tout citoyen de la région, à avoir un emploi durable. Donc, pour nous, l'économie, l'emploi demeure un élément qui est important. Et la préservation, là, de notre identité là, par la pratique de la continuité de notre mode de vie traditionnel, de notre langue, pour moi, là, ça demeure un enjeu là, fondamental. Gilbert Dominique, merci beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance pour les élections. Ma suggestion cette semaine s'adresse plus particulièrement au Parti québécois, mais elle peut s'adresser à tout le monde. On peut dire que dans l'histoire du Parti québécois, les régions ont beaucoup fait confiance au Parti québécois. Année après année, beaucoup de députés du Parti québécois ont été élus dans les régions. René Lévesque, qui est le fondateur du Parti québécois, croyait beaucoup aussi dans la décentralisation. Il disait que c'était un acte de confiance envers les régionaux dans leur capacité de pouvoir trouver des solutions adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Je pense qu'il est temps que le Parti québécois pose un geste fondateur par rapport au pouvoir des régions. Il va y avoir des élections en 2018 et ce que je souhaite ardemment, c'est qu'un gouvernement du Parti québécois favorise la mise en place de gouvernements régionaux dotés d'une constitution, dotés également d'un président ou d'une présidence. Pour les régions qui sont prêtes, à ce moment-là, c'est que le gouvernement devrait mettre une somme de 1 million de dollars répartie sur 3 ans pour aider à démarrer ce grand chantier de la nécessaire décentralisation du Québec. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Maître Guy Bertrand qui a écrit plusieurs volumes sur la décentralisation du Québec. Il rêve d'un Québec dans lequel chacune des régions aurait son propre gouvernement. On en parle la semaine prochaine.